Vous êtes sur Reporter, le quotidien de l'écologie. Vous écoutez les grands entretiens. Bonjour Frédéric Errand. Bonjour. Vous êtes économiste et urbaniste, et particulièrement sur les vélos et les véhicules intermédiaires. Frédéric Errand, si toutes et tous on roulait à vélo, à quoi ressemblerait le monde ? Déjà, c'est un peu difficile d'imaginer que tout le monde soit à vélo, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le mode de déplacement à privilégier, c'est pas forcément le vélo, mais la marche, avant tout. Puis le vélo, puis les vélos un peu plus sophistiqués, on y viendra, puis les transports publics et enfin la voiture. Donc c'est cette hiérarchie des modes de déplacement qu'il faudrait aujourd'hui débattre. Donc on marcherait beaucoup plus et on ferait quand même beaucoup plus de vélo. Oui. La majorité des gens. Oui, c'est cela, oui. C'est un monde auquel vous aspirez ? Oui, parce que ce sera un monde beaucoup moins bruyant, beaucoup moins polluant, pollué, beaucoup moins consommateur d'espace, par exemple, beaucoup moins bruyant. Enfin, ça ne peut avoir que des avantages. Et surtout, peut-être, beaucoup moins utilisateur de matières premières. Donc ça aurait un impact global très positif sur la biosphère. Certainement, mais c'est évident, tout le monde le sait, en fait. Pourquoi, plus exactement, on parle de vélos, mais en fait, maintenant, les vélos, c'est une gamme immense d'objets, de moyens de déplacement. On parle même de véhicules intermédiaires. Alors pourquoi, en fait ? Oui, on ne peut plus dire le vélo aujourd'hui, il faudrait dire les vélos. Comme on dit les deux roues motorisées, personne ne dit le deux roues motorisé. On sait qu'il y a toutes sortes de deux roues motorisées. Pour les vélos, il y a le vélo classique que tout le monde connaît, mais il y a aussi ce qu'on appelle les vélos spéciaux. Et là-dedans, beaucoup de choses sont connues, mais pas tout. D'abord les VAE, vélo à assistance électrique. C'est le vélo à l'électrique normal. Voilà, mais attention, à assistance, il n'est pas électrique, il faut pédaler. C'est pédale, important. Absolument. L'important, c'est à assistance. Donc ensuite, bien sûr, les vélos allongés, par exemple, qu'on appelle aussi des vélos familiaux. On peut mettre 2, 3 enfants, et même un devant, 2 derrière. Enfin, c'est assez étonnant ce qu'on voit aujourd'hui. Ils fleurissent partout depuis 15 ans à peu près en France, alors qu'il n'y en avait pas un seul il y a 20 ans. On peut ajouter les vélos pliants, qui font un malheur également, qui sont en plein boom. Les vélos couchés, alors ça c'est déjà moins connu. Ce sont des vélos où le pédalier se situe devant le conducteur. On est donc en position couchée, avec les jambes vers l'avant, on pédale. C'est beaucoup plus aérodynamique, beaucoup plus efficace. On peut aller beaucoup plus vite, en fait. Oui, nettement, parce qu'il y a une moindre résistance au vent. Au-delà de 20 km/h, tout cycliste sait que la résistance principale, c'est le vent apparent, c'est-à-dire ce à quoi il faut résister quand on avance vite. On sent comme un vent, comme du vent en face. Et voilà. Alors, il y a encore mieux. C'est le vélo mobile. C'est la même chose qu'un vélo couché, mais caréné, avec une coque en résine, en général relativement légère, mais qui rend ce vélo couché beaucoup plus aérodynamique encore. Et on a des vélos mobiles d'une extraordinaire efficacité énergétique, quoi. Il y a de ces vélos qui avaient été inventés, non pas il y a 3 ans ou il y a 4 ans, mais il y a pas loin de 100 ans, dans les années 30. C'est ça. C'est quoi l'histoire de ces vélos couchés et mobiles ? C'est un certain Charles Mochet, qui est un Français, qui a inventé le vélo couché et le vélo mobile, à la fin des années 20. Et au début des années 30, tous les coureurs cyclistes qui utilisaient ces vélos gagnaient les courses, toutes les courses. Et alors ? Et il a fallu décider, est-ce qu'on les autorise ou pas ? Et l'UCI, en 1934, l'Union cycliste internationale. Oui, l'Union cycliste internationale a décidé de les interdire. Et c'est pour ça qu'il n'y a que des vélos de course habituels que tout le monde connaît dans les courses, et pas de vélos couchés. Ils sont interdits. Et pourquoi ? Parce qu'ils sont trop efficaces. En fait, si on les avait autorisés, il n'y aurait plus aucun vélo de course comme on les connaît aujourd'hui. Dans les courses cyclistes, tout le monde serait à vélo couché. Et alors, ça serait des courses tout aussi passionnantes, avec Peut-être des champions qui arriveraient à avoir 2 km/h de plus que les autres ? C'est ça. On aurait une toute autre configuration et les cyclistes beaucoup de cyclistes du dimanche seraient avec des vélos couchés. Enfin, ce serait très étonnant, effectivement, si l'UCI avait autorisé cela. Oui. Est-ce qu'on pourrait imaginer que l'UCI
réautorise au moins pour des courses spéciales ce type de vélo, un petit peu de la même manière qu'en Formule 1, on fait maintenant des courses de véhicules, de voitures de sport électriques. Oui. Alors, d'abord, les adeptes de ces types de véhicules n'ont pas attendu que l'UCI se décide de revenir sur sa décision. Il y a déjà des courses de ce type, mais qui sont confidentielles. On n'en entend jamais parler. En fait, les adeptes du vélo couché et du vélo mobile sont très peu nombreux. En France, on estime qu'il y a 700 utilisateurs de vélo mobile. Voilà, ça, pourquoi ? Parce que c'est très dangereux quand même ? On est mal à l'aise sur la route avec les voitures ? Non, même pas. Mais c'est que c'est pas connu. Et il y a quand même un désavantage dans les côtes. Dans les côtes, on a le poids supplémentaire du vélo. Un vélo couché caréné fait quand même à peu près 30 kg, 35 kg, ça dépend évidemment des modèles. Et donc c'est quand même plus lourd qu'un vélo de course de 15 kg ou de moins de 10 kg. Il y a aussi les vélos cargo qu'on voit de plus en plus en ville. Bien sûr, ça fait partie des vélos spéciaux. Et là encore, il n'y en avait pratiquement pas il y a 20 ans en France, et ça a explosé. Maintenant, tous les grands de la messagerie, ce sont les sociétés qui transportent des petits colis, en ont, que ce soit Chronopost, je sais pas moi, et puis tout ce les entreprises de livraison. Oui, toutes les entreprises de livraison, tous les grands de la livraison de petits colis ont de tels véhicules. Enfin, c'est devenu complètement banal. Pour la livraison de repas aussi, Uber. Alors donc, il y a des vélos à assistance électrique, il y a des vélos spéciaux qui ont des formes et des performances bizarres, il y a ces vélos cargo. On commence aussi à avoir des vélotos, c'est-à-dire... Oui, alors on dit aussi des vélos-voitures. Ouais. Ce sont des vélos mobiles, mais où l'on est assis, non pas couché. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que dans un vélo mobile, c'est un peu difficile de se glisser comme ça, de se mettre à l'horizontale, de rentrer dans le cockpit. Et donc, c'est pas si simple. C'est plutôt utilisé pour des longues distances et pour le loisir. Mais si on veut l'utiliser pour du domicile-travail, par exemple, il vaut mieux être dans une position plus naturelle. Et ce sont donc des vélos mobiles, mais on est en position assise, donc qui sont moins aérodynamiques, mais qui néanmoins font le taf, quoi. C'est-à-dire permettent d'aller vraiment au travail, faire 20 km, par exemple, sans trop se fatiguer. Alors, ce sont pratiquement toujours des véhicules à assistance électrique, et évidemment, en fonction de leur poids, le pédalage est un ajout important ou secondaire. Ça, c'est le principal véhicule intermédiaire. Après, il y a toute une gamme de formes, j'imagine. Oui. Il y a encore donc d'autres types de véhicules qu'on appelle des véhicules intermédiaires. Donc les vélos spéciaux font partie des véhicules intermédiaires. Mais on a encore d'autres types. On a par exemple les 2 roues, 3 roues ou 4 roues motorisées, donc genre de scooter, mais avec une cabine protégée. Donc, on a également des micro-voitures qui font moins de 100 kg ou 120 kg, pas plus. On a des des voiturettes d'abord, qui elles font obligatoirement moins de 450 kg. Est-ce que l'Ami de Citroën, par exemple, voilà. L'Ami en fait partie. C'est vrai qu'elle a défrayé la chronique ces derniers temps, parce qu'on croit qu'elle est utilisée que par des jeunes de familles fortunées. C'est pas tout à fait vrai. En fait, c'est une minorité des usagers, qu'on estime à 40% à peu près. L'Ami est aussi utilisé par des adultes qui se disent qu'après tout, ça leur suffit bien et qui n'ont pas besoin de plus gros, comme pour se déplacer. C'est un vrai succès, l'Ami. Maintenant, elle est vendue à des dizaines de milliers d'exemplaires. 30 000 exemplaires par an, à peu près. Et ça continue à croître. Selon vous, c'est le signe de quoi ? Bien, alors, si on met à part cette catégorie des jeunes qui l'utilisent, c'est quand même le signe que beaucoup de gens s'interrogent quand même. A-t-on besoin d'1,3 tonne, c'est le poids moyen d'une voiture, pour transporter, alors en moyenne, 110 à 120 kilos de personnes et de charges. Voilà ce qu'il y a dans une voiture. Ce qui veut dire que le taux de poids mort dans une voiture, il est considérable, c'est 92%, quoi. Que transporte une voiture ? Essentiellement sa propre masse.
Et là, on se dit, oui, c'est vrai que c'est bizarre. Il y a un rendement très faible. En fait, c'est très peu efficace, quoi, sur ce plan-là. Que transporte essentiellement un vélo ? Eh bien, à 17% seulement le vélo. Tout le reste, c'est des personnes, des charges. C'est extrêmement plus efficace sur ce plan-là. Le vélo, on a souvent, pas l'image que c'est réservé aux riches. On va dire, ah bah oui, ça se développe à Paris, mais c'est les jeunes bobos. Est-ce que le vélo est réservé aux riches ? Ou les véhicules intermédiaires ? Oui. En fait, ça se démocratise, comme beaucoup de consommation d'équipements divers et variés. C'est vrai qu'au début, quand c'est encore cher, parce que c'est produit en petite série, c'est réservé à des gens qui ont quand même certains moyens. Bon. Et par exemple, c'est le cas le vélo mobile, on a difficilement à moins de 10 000 euros. Oui, effectivement. Oui, on se dit que c'est quand même un peu cher. Mais les prix sont en train de baisser. Et au fur et à mesure qu'ils se démocratiseront, ces véhicules, ils deviendront moins chers et plus accessibles. Une véloto comme celle que, par exemple, Reporter a racontée dans l'Aveyron et dans d'autres endroits, ça coûte combien ? C'est du même ordre. 10 000 euros. Oui, au moins 12 000 peut-être. Donc c'est un vrai investissement à ce niveau-là, il faut être militant. Pour l'instant. Encore une fois, avec l'accroissement des cadences, des séries, l'allongement des séries, on devrait arriver à des prix nettement moindres. Et c'est tout l'enjeu aujourd'hui, de ce qu'on appelle l'industrialisation de ces véhicules, d'arriver à franchir des seuils de nombre de véhicules par an suffisamment élevés. Bon. Est-ce que ces véhicules intermédiaires sont fabriqués en France ou en Chine ? Oui. Alors justement, il y a tout un enjeu pour qu'ils soient fabriqués en France. L'ADEME s'en est emparé. Et c'est très intéressant. C'est un certain Gabriel Plassa, qui est un ingénieur très, très futé. Il est super, ce gars, parce qu'il est à la fois... il a plusieurs casquettes, notamment d'être élu. Donc il est proche du terrain, tout en étant proche de ce milieu de start-upers qui inventent ces véhicules en ce moment. Il y a une émulation mondiale dans l'innovation au niveau de ces véhicules. Et avec l'ADEME, il a décidé de lancer ce qu'il a appelé l'extrême défi en 3 ans, 2022, 2023, 2024, avec 3 étapes. Donc, première année, idéation, produire des idées. Deuxième année, prototypage. Et troisième année, industrialisation. Alors ça, c'est pas aussi vite, mais le but, c'est justement d'engager peu à peu tout ce petit monde qui représente quand même, en France, il a réussi à fédérer 600 personnes. D'accord. Oui. Ou entreprises, ou associations. Alors c'est de tout. Il y a des entreprises là-dedans, des écoles d'ingé. Important, parce que ça les intéresse beaucoup. Les élèves ingénieurs, eux, ils sont très excités à l'idée de tenir là enfin une vraie solution pour la crise, écologique que nous vivons et pour le gaspillage de ressources que nous vivons. Voilà, enfin, on a là une vraie solution. Et donc, pour l'instant, on a une filière française ou, une fois de plus, c'est des Chinois ou d'autres pays ? Tout est fait pour essayer de développer cette filière en France. Alors, vous voyez, par exemple, pour abaisser les coûts, il faut parvenir à faire en sorte que des éléments de base soient les mêmes pour tous les véhicules. Qu'on ait que ces véhicules soient modulaires et que les modules qu'on ne voit pas forcément, mais de base, par exemple, un système de freinage, un système de suspension, un système d'éclairage, tout ça, soient des modules sur étagère, comme on dit, c'est-à-dire disponibles en grande série, donc moins chers, et qu'on peut placer sur des véhicules très différents, dont le look sera très différent, sera adapté aux différents types d'usagers, quoi. Est-ce qu'on est dans la même situation qu'au début du XXe siècle, c'est-à-dire les débuts de l'automobile thermique, il y avait une myriade de petits constructeurs dont la majorité ont disparu. Par exemple, en France, il ne reste que Renault, Citroën et Peugeot, alors qu'au début du XXe siècle, il y avait 30, 40, 50 constructeurs. Est-ce qu'on est un petit peu pas dans le même moment d'ébullition ? Oui, bien sûr. Et c'était bien plus que 50. Il y avait des centaines de producteurs. En gros,
Il y en avait presque dans chaque bourgade. Je suis allé à Pontarlier il n'y a pas longtemps faire une conférence. J'ai appris qu'il y avait un constructeur automobile à Pontarlier, tout le monde l'a oublié. Mais voilà, alors effectivement, il y aura d'énormes pertes, quoi. Enfin, il y a énormément de... Tout le monde ne va pas trouver la formule magique. 1% peut-être de tous ces start-upers qui vont réussir. Et ils le savent. Est-ce que, en tant qu'économiste et avec vos collègues, vous avez déjà fait une évaluation sur le nombre de personnes qui pourraient être employées le jour où ces vélos, dans toute leur gamme, et les vélos intermédiaires, les véhicules intermédiaires, deviendraient quasiment la norme? Combien d'emplois cela pourrait-il représenter? Ça reste à faire. Et j'avoue, j'ai pas en tête... Il y a une seule étude à peu près sérieuse dans le monde à ce sujet, qui est une étude allemande. Et j'avoue, j'ai plus en tête le nombre d'emplois. Dommage. C'est dommage. Mais mais ça se chiffre en centaines de mille. Ah d'accord. Bien sûr. Bien sûr. Alors, non seulement pour fabriquer, mais pas forcément dans des usines centralisées comme on l'imagine, et ça pourrait être assemblé dans des usines décentralisées. Donc proches, locales, qui permettraient, qui auraient comme tâche aussi d'entretenir ces véhicules. Parce que l'idée, c'est de faire des véhicules qui soient réellement durables. C'est-à-dire qu'un châssis de véhicule intermédiaire, on pourrait imaginer que dans 100 ans, il existe encore, qu'on aura changé à peu près tout autour de ce châssis, sans doute, mais que ça puisse durer, quoi. Et c'est conçu comme ça, désormais. Et l'ADEME y tient. Que ce soit réparable. Que ce soit réparable, absolument. Et donc, ces usines décentralisées d'assemblage pourraient aussi faire le travail de réparation et locale, voilà. Est-ce que plutôt que de faire Choose France, comme l'a fait Monsieur Macron, et il y a des milliards d'euros qui vont être investis pour faire d'énormes data centers et d'énormes entrepôts qui vont encore manger de la terre agricole, ça ne vaudrait pas le coup de faire un vélo France et un véhicule intermédiaire France où on mettrait le paquet sur cette filière où pour l'instant il n'y a pas de Chinois et il y a des emplois à créer et c'est bon pour l'environnement? Évidemment, mais il y a des Chinois déjà. Mais de toute façon, ce qui va se passer, c'est que si ces véhicules donc, sont produits localement, entretenus localement, alors il y aura peut-être quelques modules, peut-être que les batteries viendront de Chine, j'en sais rien, mais il y aura peut-être quand même quelques éléments qui seront chinois, mais ou qui viendront d'autres pays du monde entier. Mais on peut sereinement imaginer que ça puisse être quand même, pour l'essentiel, local. En tout cas, c'est pensé comme ça d'emblée. Et je crois que c'est jouable. Bon, comme vous l'avez compris, on est au tout début, donc c'est difficile de faire des plans sur la comète, mais c'est évidemment... Alors, il y a des contacts avec le ministère de l'Industrie qui a compris qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant là. Ce qu'explique Gabriel Plaça et son équipe, c'est qu'on n'est finalement pas si en retard que ça. Souvent, on dit, voilà, les Français, toujours en retard. Les Allemands, peut-être une petite longueur d'avance sur certains produits, certains sous-éléments, mais pas vraiment. Et surtout, avec l'extrême défi de l'ADEME, eh bien, la France a avancé à toute vitesse ces 3 dernières années, quoi. Donc, ça devrait quand même... c'est jouable. Il y a un vrai projet, un vrai défi à relever, et je crois que... on peut y croire, vraiment. Reporter, le quotidien de l'écologie. Frédéric Errand, de plus en plus de vélos, de plus en plus de véhicules intermédiaires, mais concrètement, comment on fera pour déménager ? On doit trimballer le lit, l'armoire, le bureau, l'ordinateur, éventuellement l'écran de la télé, 3 chaises, le lit des petits. Et comment on fait si on n'a pas une camionnette pour aller de Romorantin à Strasbourg ? Oui, il est clair qu'on ne pourra pas tout faire avec ces véhicules. Ça, c'est évident. Pour autant, on pourra faire beaucoup de choses. Ce qu'il faut piger, c'est qu'un mode de déplacement, c'est toujours lié à un mode de vie. On ne choisit jamais un mode de déplacement indépendamment de son mode de vie.
Si on décide de tout faire à vélo, on va pas se mettre dans un endroit complètement isolé où on ne pourra rien atteindre à vélo. On va se mettre dans un endroit où on se dit qu'on peut faire l'essentiel de ce dont on a besoin, enfin, accéder à l'essentiel de ce dont on a besoin à vélo. Pour déménager, par exemple, c'est intéressant. On croyait au début, il y a encore 30 ans, on pensait qu'avec un vélo, on ne pouvait rien transporter. Allez, 50 kilos, peut-être 100 kilos avec une remorque, mais une grosse remorque. Ça paraissait inimaginable. Aujourd'hui, on en est à couramment 300 kilos. Ça, c'est vraiment courant. Courant, oui. Des vélos assistance électrique. Alors, des vélos cargo. Des vélos cargo qui transportent 350 kilos. Oui, 300 kilos ou plus. Et on a maintenant des remorques auto-tractées, c'est-à-dire avec leur propre moteur, qui peuvent transporter jusqu'à une demi-tonne. Et avec ça, on peut déménager. Et donc ce sera une plateforme, ça existe déjà. Des plateformes tractées, auto-tractées par des vélos. Et donc auto-tracté, je ne sais pas si vous avez bien compris, les plateformes ont leur propre moteur et le vélo aussi, il a son moteur. Et voilà, donc... Ils sont synchronisés, et ils poussent ou ils tirent l'un et l'autre. Il est clair qu'on ne peut pas traverser la France avec ça. Mais pour aller d'un lieu à l'autre d'une agglomération, c'est possible. Romorantin, Strasbourg, peut-être en 2 jours, quoi. Non, ça on ne le fera pas. Mais Pourquoi on ne le fera pas ? Parce que c'est quand même très long, et c'est un problème pratique. Donc comment ? Je suis fonctionnaire, je suis professeur de l'éducation nationale et l'académie m'a muté parce que, pour diverses raisons, j'étais à Romorantin, je vais à Strasbourg. Alors, comment je déménage dans ce monde avec des vélos ? Il restera des camions, mais peut-être encore mieux, tout simplement un conteneur. D'accord. Et ça, c'est déjà pratiqué. On vous dépose un conteneur vide en bas de chez vous, vous le remplissez, et puis vous avez un camion qui amène ça sur un train, et le train... Donc il y aura encore des camions, des gros camions, par exemple. Il y aura quelques... Oui, alors, mais attendez, des camions, on n'en a pas besoin seulement pour déménager, mais pour, évidemment... Non, mais oui, pour... voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est dans un monde, évidemment, complètement mondialisé, des échanges mondialisés, qui reposent sur ce qu'on appelle la division internationale du travail. Et c'est cette division internationale du travail qui a généré énormément de transport. Et le transport s'est développé énormément, notamment parce qu'il ne paye pas toutes ces externalités négatives. Externalités négatives, c'est les nuisances. Oui, les nuisances. Les émissions de CO2, l'usure de la route, les pollutions des pneus qui sont toxiques, etc. Oui. J'ai étudié, par exemple, les poids lourds. En fait, ils fraudent massivement, sur tous les plans. C'est très, très impressionnant. Socialement, écologiquement. Il y a du dumping social, du dumping environnemental, à tous les niveaux. Enfin, je sais pas... Peut-être donner un exemple. Si je comprends bien, on ferait payer ces externalités, on leur dirait maintenant, vous ne fraudez plus, vous respectez la règle, donc le coût du transport par camion augmenterait, donc du coup il y aurait moins de transport par camion, et les choses commenceraient à s'améliorer. Tout à fait. En fait, on est capable de faire les contrôles. On a même des outils, on n'a jamais eu autant de moyens de faire des contrôles. Par exemple, je sais pas, le surpoids des camions. Aujourd'hui, un simple, alors je ne sais pas exactement ce que c'est, un câble, je ne sais pas, dans la chaussée, le camion passe dessus et on sait combien il pèse. Enfin, chaque essieu, on peut calculer le poids. D'accord. Ça existe aujourd'hui, mais c'est mis au point depuis récemment. D'accord. Donc il suffirait du jour au lendemain d'en mettre partout de ces trucs-là, et d'ailleurs on commence à en mettre à l'entrée des ponts les plus fragiles, parce qu'il y a des dangers évidents. Et en utilisant ces outils de contrôle, on pourrait massivement réduire le surpoids qui est extrêmement fréquent. D'accord, mais ces câbles pour les instruments de contrôle, il en faudrait beaucoup, donc il faudrait les transporter. Vous les transporteriez comment pour aller là au pont il faut poursuivre. Dans ce monde où on roulerait beaucoup plus en vélo et en véhicule intermédiaire. Comment vous feriez alors pour amener tous ces câbles de contrôle des camions qui ne respectent pas la règle ? Si les camions donc, respectaient mieux les règles, effectivement, le coût de transport serait nettement plus élevé. On ne sait pas encore de combien.
Et justement, moi, je me dis, mais comment se fait-il qu'aucun collègue, j'ai pas encore trouvé des collègues qui aient calculé ça. Il faut dire que c'est complexe, hein, mais peut-être que ce serait 2 fois plus cher d'utiliser un camion. Comme le coût est extrêmement faible aujourd'hui, hein, parce qu'ils ont tiré sur tous les coûts. Enfin, bref, le camion va rester encore compétitif un moment. Non, ce qu'il faudrait, c'est en fait réduire à la source ces déplacements. Et là, on le doit, encore une fois, à cette division internationale du travail. Mais je vais donner un exemple. Hein. Prenons les produits agroalimentaires. Bon, aujourd'hui, par exemple, il y avait un exemple récemment donné. Quand nous produisons du blé dur, qui est massivement exporté en Italie, qui nous revend massivement ses pâtes. Bon, voilà. Alors, ça génère quantité de déplacements en camion à travers les Alpes, alors qu'on pourrait peut-être fabriquer nos pâtes nous-mêmes. Hein. J'ai rien contre les pâtes italiennes qui sont excellentes, mais sont-elles vraiment les pâtes les plus banales, sont-elles vraiment plus... On relocaliserait beaucoup d'activités. Il faudrait relocaliser. Donc il y aurait moins de besoin de transport. Oui. Et on peut le faire pour quantité de choses. Je donne un autre exemple. Ikea. Ikea, c'est un fabricant de meubles jetables. Voilà comment il faudrait le dire. Hein, c'est du jetable. Quand on défait un meuble Ikea, qu'on essaie de le remonter, les vis ne tiennent plus. Enfin bon, on le fait 2-3 fois et après on jette tout. Il n'y a qu'à regarder sur les trottoirs le nombre de déchets de meubles en contreplaqué, qu'il y a partout sans arrêt. Tous les soirs, il y en a partout. Bon, donc si on disait mais tous ces meubles ne doivent plus être jetables, ils doivent être vraiment durables, alors ça permettrait de retrouver ce qu'on a bousillé complètement, c'est-à-dire une industrie locale de meubles adaptés à chaque région. On avait des armoires normandes, des horloges comtoises, etc. Enfin, vous savez bien, on avait une industrie de fabrication de meubles qui faisait du durable. Des meubles, moi j'ai hérité de l'armoire de ma grand-mère qui a plus d'un siècle et qui est beaucoup plus facile à monter que de l'Ikea. D'accord. Alors donc j'ai déménagé de Romorantin à Strasbourg avec l'armoire de la grand-mère qui est très solide. Et voilà, ça m'a coûté quand même un peu plus cher que ça n'était le cas en 2025, quand il y avait encore énormément de camions. Et maintenant, avec mes 2 enfants, et en plus il y a un chat, et nous voulons partir en vacances. Oui. Et nous voulons partir en vacances dans les Pyrénées. Ça, c'est un... Alors, qu'est-ce que nous faisons, puisque maintenant nous roulons toutes et tous en voiture ou en véhicule intermédiaire, plus exactement, ou en vélo? La voiture, en fait, est utilisée à pleine capacité que très rarement. Peut-être 5% du temps, quelque chose comme ça, du temps de son utilisation. Ce qui est extrêmement faible, en fait. On nous vend de la polyvalence dont on a finalement très peu besoin. D'accord, mais moi je veux partir en vacances quand même. Alors, je suis impatient, en fait. Il va falloir inventer, effectivement, peu à peu, d'autres manières de partir en vacances. Alors, une première manière, c'est tout simplement de se dire, partons moins souvent, mais plus longtemps, pour avoir moins besoin de tels véhicules. Et puis ces véhicules, on pourrait peut-être les louer. Sauf que si tout le monde loue au même moment, ça va être compliqué. Alors après, on a le train, on a aussi le vélo, pour partir en vacances, et ces fameux véhicules intermédiaires. On peut partir toute la famille avec 2 véhicules intermédiaires, qui très souvent... Parce que chacun, c'est 2 personnes. Oui, souvent, c'est ça. Donc, souvent, pas toujours. Le papa et un enfant, et madame, avec l'autre enfant. Et même parfois 2 enfants. On peut mettre en général 2 enfants derrière dans un véhicule intermédiaire. Donc voilà, c'est quelque chose d'imaginable. Mais c'est vrai qu'on ne pourra plus mettre, je sais pas moi, tous les jeux des enfants, ça va être compliqué d'emporter autant de choses, c'est sûr. Donc c'est ça qu'il faut réinventer. Et aujourd'hui, on voit déjà sur les routes un engouement incroyable pour le vélo de randonnée, avec des familles qui s'y essayent. Alors, j'en ai vu des journalistes de reporters, au moins une, part en vacances avec ses enfants. J'ai vu des familles quand même un peu catastrophées parce que c'était pas si simple. D'autres qui disent mais non, nous ça y est, on a pris le pli, on fait plus que ça et ça marche.
on a toutes sortes de... On va moins vite quand même, parce que entre Strasbourg et les Pyrénées, je n'irai pas aussi vite qu'avec ma Logan ou ma Volkswagen Break qui me fera, je ne sais pas combien d'heures ça prendrait, mettons 12 heures ou 10 heures de route. Oui, mais on a pris l'habitude d'aller loin en voiture, et c'est clair que si on décide de se passer entièrement de voiture, il faudra peut-être apprendre à aller moins loin, mais à découvrir peut-être avec plus d'intensité, de profondeur, un territoire plus proche. Pourquoi pas la forêt noire? Franchement, il y a des choses tout à fait intéressantes. Ou la Nièvre, ou le Jura. Je pense que ça peut être tout aussi... étonnant de découvrir un autre pays, une culture. Ici, c'est l'Alsacien, on va découvrir que ils ont un dialecte assez proche et qu'on peut même s'entendre. Enfin, voilà. Bon, donc on va en vacances, toute la famille est heureuse, mais pas de peau. Quelqu'un s'est cassé la jambe, il faut des ambulances. Est-ce qu'il y a des ambulances en vélo, en véhicule intermédiaire, ou est-ce qu'on aura des ambulances où parfois il faut aller vite quand même, il ne faut pas traîner, non ? Eh bien, il restera, je pense, il restera un certain nombre de véhicules dont on aura besoin. Alors, le plus évident, c'est les pompiers. Le fait qu'ils aient des véhicules puissants, très bien spécialisés, adaptés, tout ça a permis de réduire fortement les incendies aujourd'hui. Bon. Donc ça va rester. Peut-être la police aura besoin les hôpitaux, effectivement, les ambulances. Il va rester quelques usages pour la voiture. Indispensable. Alors, indispensable, en tout cas, ça peut encore évoluer, ces véhicules, mais oui, ce sera intéressant de garder ça pour ces usages. Mais ça fera beaucoup, beaucoup moins de véhicules, quoi. Donc, c'est clair qu'il va falloir inventer beaucoup de choses pour peu à peu s'y mettre. Mais, justement, si on observe un peu ce qui se passe, c'est déjà en marche. Il y a déjà plein de gens qui s'essayent à autre chose, qui ne nous ont pas attendus, quoi. Et ça a l'air, c'est une sorte de révolution tranquille, mais il suffit d'ouvrir les yeux et de se dire « Ah oui, ça je l'ai pas vu, j'aurais jamais vu ça il y a 10 ans, quoi ». Et on le voit maintenant. Est-ce qu'en tant qu'économiste, vous ou des collègues des transports, vous avez pu calculer, comptabiliser l'évolution du pourcentage de déplacements qui se font en vélo ou en véhicule intermédiaire en 2024 par rapport, mettons, à l'an 2000 ? Alors c'est cette fameuse étude allemande qui a fait un peu de prospective, qui chiffre, elle estime que les 3/4 des déplacements actuels, c'est-à-dire sans rien changer au mode de vie, les 3/4 des déplacements actuels seraient faisables en véhicule intermédiaire, qu'on appelle aussi des vélis, je ne l'ai pas encore dit, mais des véhicules électriques, légers, intermédiaires, des vélis, comme il y a des vélos, moi j'aime bien, ça a l'air de s'imposer. Comme souvent, quand il y a des nouveaux termes, c'est pas forcément le premier qui s'impose. Peut-être que véli tient la corde maintenant, on verra. Alors, donc, les 3/4, selon cette étude allemande, des déplacements actuels sont faisables avec cela. La moitié des distances et 40% de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Bon, c'est pas rien, c'est une vraie solution. Voilà, alors, évidemment, ça c'est avec les déplacements actuels. Mais si on imagine qu'en changeant nos manières de vivre, on se déplace moins loin, on choisisse par exemple d'aller au supermarché plutôt qu'à l'hypermarché, de mettre ses enfants dans l'école publique au lieu de l'école privée qui est à 15 bornes. Enfin voilà, si on fait des choix comme ça, ça deviendra moins nécessaire de faire des déplacements longs et le vélo et plus largement les vélis deviendront pertinents. Reporter. Le quotidien d'écologie. Frédéric Errand, quelles seraient les principales mesures à prendre pour aller dans cette direction qui nous mène à ce monde où il n'y aura plus de véhicules thermiques à essence et des véhicules beaucoup moins lourds et beaucoup moins nombreux que ça n'est le cas aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire que déjà politiquement on puisse faire à court terme pour nous permettre d'avancer dans cette direction et d'accompagner le mouvement qui est en cours ? Vous nous l'avez expliqué. Je vais vous donner une clé de compréhension de cela. En fait, on a 2 types de mesures. Celles qui n'embêtent pas les automobilistes et qu'aiment beaucoup les automobilistes, et celles qui les embêtent et qui ne sont pas populaires. Et
c'est les premières. Alors, concrètement, les premières, celles qui n'embêtent pas les automobilistes, c'est par exemple le télétravail. Tout le monde se dit, c'est formidable. C'est évidemment des déplacements en moins. Malheureusement, c'est faux. On en profite pour habiter ou travailler plus loin. Et le bilan, finalement, il est nul. Bon. Nul pour l'environnement. Alors, autre mesure qui pourrait faire plaisir aux automobilistes. Autre mesure, le covoiturage. On se dit que si on met 3 automobilistes dans une seule voiture, on est gagnant, non ? Malheureusement, c'est pas ça qui se passe. Il se passe souvent beaucoup de choses, mais entre autres, il peut y avoir par exemple des usagers du transport public, du train, qui en ont marre peut-être des retards ou de manque de fiabilité du train ou de la presse qu'il y a dans le train, et qui décident de se mettre à 3 dans une voiture. Et bien ça, c'est catastrophique pour l'environnement. Là, c'est beaucoup moins bon. Etc. Enfin, bref, on fait tout le total, et là encore, c'est pas bon pour l'environnement. Donc, il faut prendre des mesures qui, peut-être, ne plairont pas aux automobilistes, mais qui plairont aux citoyennes et aux citoyens, aux gens qui font du vélo, qui sont de plus en plus nombreux, aux personnes qui n'ont pas de voiture, qui sont aussi très nombreuses, et aux écologistes. Eh bien, ces mesures, alors, c'est quoi ? C'est très simple. C'est celles qui prennent le problème à bras-le-corps. Les premières, là, les autres, ce sont des mesures qu'on peut appeler palliatives, c'est-à-dire qui ne traitent pas directement le problème. Alors donnez-nous les mesures qui essayent de séduire les automobilistes sans les gêner. Maintenant, donc, les mesures qui traitent le problème à la source, eh bien, c'est très simple, c'est celles qui réduisent la vitesse. Là, c'est terrible, les gens n'aiment pas beaucoup. 110 km sur autoroute, voilà, et 80 km sur les départementales. Et même encore moins, pourquoi pas. Ce sont les mesures qui restreignent le trafic auto en supprimant des fils de circulation ou de stationnement. Ce sont les mesures qui font payer le stationnement, par exemple, ou même la circulation, les péages. Bon. Alors il y a les mesures qui font payer, elles ont un problème quand même, c'est qu'elles ne sont pas éthiquement valables, quoi. C'est-à-dire que les riches, eux, s'en moquent de ces mesures, ça ne les perturbe pas. Ils ont des moyens, c'est une pécadille pour eux. Voilà. Donc c'est pour ça que je suis plutôt, disons qu'en tout cas, il faut combiner différents types de mesures. Et on ne peut pas dire, comme certains de mes collègues, il n'y a que les mesures de tarification qui sont bonnes et la réglementation, ou les interdictions, si vous préférez, ce ne serait pas bon. Malheureusement, on est obligé de faire un peu les deux. Mais comment vous allez convaincre ? Il y a eu par exemple il y a quelques années le mouvement des Gilets jaunes qui quand même partait du constat que on est obligé d'utiliser nos vieilles voitures, nos vieilles diesels parce qu'on vit dans des bourgs dans la Creuse ou à vrai dire n'importe où en France et on a besoin de la voiture. Donc qu'est-ce que vous allez prendre des mesures qui permettent de répondre aux besoins de transport de ces personnes ? Eh bien, le CEREMA, vous savez, cet organisme public là qui diffuse les bonnes pratiques des villes, a fait 3 enquêtes successives à la suite des Gilets jaunes et qui ont montré comment l'opinion a évolué. En fait, au fur et à mesure qu'on lui expliquait l'utilité du 80 à l'heure, elle est devenue favorable majoritairement à cette mesure. Aujourd'hui, les Français sont majoritairement favorables. Alors, c'est peut-être pas ceux qui sont directement impliqués, mais après, il faut comprendre que quand on passe de 90 à 80 km/h, on perd très peu de temps. C'est vraiment marginal, quoi. Donc, en fait, ça a été un abcès de fixation pour ces populations, mais il y avait bien d'autres soucis. Elles avaient bien d'autres soucis. Et donc, attribuer leur problème uniquement 80 à l'heure, c'est donc, réduire la vitesse serait acceptable, la limitation de vitesse serait acceptable par quasiment tout le monde. Pas comme ça du jour au lendemain. Non, mais il faut expliquer. Oui. C'est-à-dire, la CCC, c'est comment ça s'appelait ? Vous savez, lors de la concertation pour le grand climat, débat, la Convention citoyenne pour le climat. Convention citoyenne pour le climat, excusez-moi, avait proposé cette mesure, parce qu'elle a une efficacité redoutable. Quand on passe de 130 à 110, c'est moins 16% d'émissions de gaz à effet de serre, comme ça, du jour au lendemain. On est d'accord, mais je voudrais qu'on avance sur d'autres mesures. Celle-là, ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses que l'on peut faire et qui ne gênent pas la vie contrainte des gens qui ne sont pas riches et qui vivent dans la périphérie des grandes villes ou dans des bourgs plus ou moins ruraux ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le centre des grandes villes,
Et après, on va arriver à la suite. Dans les centres des grandes villes, c'est complètement acquis. À Paris, on a déjà baissé le trafic auto de 60%. Oui, mais là, je vous parle de la Creuse, de la Lozère, du Bas-Rhin, de la Nièvre. Eh bien, ça se diffuse. C'est-à-dire qu'en proche périphérie, c'est devenu aussi tout à fait admis. Et maintenant, en grande périphérie et dans le monde rural, on commence à voir des phénomènes inimaginables il y a 10-15 ans, à savoir... On veut des trottoirs, voilà ce que demandent les gens. D'accord. On veut des trottoirs parce qu'on en a marre d'accompagner nos enfants à l'école en voiture. On aimerait bien qu'ils puissent faire les 300 mètres, les 300 mètres entre la maison et l'école. On aimerait qu'ils puissent être autonomes. Mais il y a des voitures stationnées sur le trottoir et qui trouvent ça normal. Je rentre de Saint-Amand-les-Eaux. Parce que je fais des conférences, c'est là que je les fais, les conférences, désormais. Je les fais pas, je les faisais... À Paris, 5e arrondissement. Il y a 15 ans, 20 ans, je les faisais dans les grandes villes. Mais maintenant, c'est terminé. Et heureusement qu'on ne m'invite plus là, puisqu'ils n'ont pas besoin de moi, là. Mais en revanche, quand je débarque à Saint-Amand-les-Eaux, ça fait, 16 000 habitants. Dans le nord ? Dans le nord, entre Lille et Valenciennes, plus proche de Valenciennes, eh bien... Ce qui frappe immédiatement quand on se balade dans la ville, c'est que tous les trottoirs sont occupés indûment par des voitures en stationnement. Alors, il y a eu, Dieu merci, l'association qui m'a invité a réussi à faire venir des élus. Et j'ai pu dire à des élus directement, mais regardez ce que vous faites. Si vous laissez les voitures stationnées sur le trottoir, vous interdisez vos enfants d'aller seuls à l'école à pied. Et ça les remue. Ils se disent, c'est vrai qu'il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème. Et je ne dis pas que suffit que je dise ça pour que, ils claquent dans leurs doigts et ce soit réglé. Mais en tout cas, ça avance. C'est-à-dire qu'il y a des sujets qui étaient inentendables il y a encore 10 ans, 15 ans, et aujourd'hui on arrive à dire, attendez, c'est un problème tout cet envahissement automobile, partout, y compris en zone rurale. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi imposer plus les voitures très lourdes et dire 1,3 tonne, 1,6 tonne, c'est beaucoup trop lourd, donc si vous dépassez, mettons, 1 tonne ou 900 kilos, je n'ai pas l'idée du prix de la taxe qu'il y aurait, et ça permettra en revanche de subventionner des amis, des équivalents de la 2 chevaux qui était une voiture très répandue qui pesait 550 kilos, d'autres vélotos, d'autres vélis, comme vous avez dit, etc. Et là, ça pourrait commencer à répondre aux besoins concrets de déplacement des gens qui sont loin des métropoles. Ça s'appelle le bonus-malus. Oui. Et j'ai proposé cette idée avec Aurélien Bigot, un collègue. C'était sur The Conversation, je crois. Ça devait être en 2020, par là. Et alors ? J'attends que ça infuse. Non, mais donc, ça serait une bonne mesure. Évidemment. Voilà. Ce qu'il faudrait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le bonus-malus actuel ne repose que sur les voitures. Et donc, on dit aux gens, acheter une voiture pas très grosse, c'est bien. Vous aurez un bonus. Alors, c'est pas ce qu'il faudrait faire. Il faudrait un bonus-malus sur tout l'éventail des solutions individuelles de déplacement qui irait de la marche au vélo, au véli, aux petites voitures. Si je marche, on me donne de l'argent ? Exactement. Mais évidemment pas comme ça, c'est un peu compliqué. Mais l'argent récolté sur tout ce qui est voiture, évidemment beaucoup plus sur les grosses que sur les petites, mais même les petites auraient un petit malus. Tout cet argent irait dans l'amélioration des espaces publics pour les piétons. Et il y a du travail. Donc par exemple, préserver les trottoirs du stationnement illicite, restaurer, faire un revêtement correct à tout donc ça, arborer, etc. Limitation de la vitesse, bonus-malus, de la dissuasion du stationnement et un changement des règles de stationnement. Est-ce que vous voyez une autre grande mesure qui serait importante et que, par exemple, dont des élus pourraient se saisir dans les prochains programmes ? Oui, c'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que on doit avoir des politiques cohérentes. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on dissuade la voiture, il faut encourager les modes alternatifs. Sinon, ça n'a pas de sens. L'idéal, c'est que le même jour, on propose à la fois une mesure de restriction du trafic auto, vitesse ou volume du trafic, et
qu'on propose le même jour, au même moment, des alternatives, en disant voilà... non, je donnais un exemple. À Lille, on a interdit le vélo dans la rue de Béthune, qui est la rue piétonne historique, la première rue piétonne de la ville, qui est une rue très, très commerçante. Bon, Martine Aubry a interdit ça disons, avec sa manière assez brutale de proposer des solutions, parce que effectivement des piétons se plaignaient à raison d'être bousculés par des cyclistes. Alors après, alors ? Eh bien, elle a interdit ça. Et puis quelques mois plus tard, c'est ça qui est absurde, elle a inauguré une piste cyclable superbe, là, rue du Molinel, qui est la rue parallèle à 50, disons 150, très proche, quoi. Non loin. Bon, et si elle avait fait les deux en même temps, tout le monde aurait compris. Si elle avait aussi distingué parmi les cyclistes, parce que dans cette rue de Béthune, il y a des aveugles, par exemple, qui sont pris en charge par une association de bénévoles qui les promènent en tandem. Enfin, c'est extra, quoi. Enfin, c'est un truc. Bon, il y en a un aveugle. C'est pas pareil que quelqu'un qui viendra à toute allure avec un VTT ou un vélo mobile et qui fonce en manquant. Des livreurs, des livreurs à vélo, de Uber. Voilà. Donc, bonus-malus, limitation de vitesse, des règles de stationnement et de circulation modifiées, et surtout être cohérent avec les politiques proposées au niveau municipal et j'imagine aussi au niveau national, c'est-à-dire que si développer le train, développer aussi des modes de transport public. Oui. Vous êtes venu à vélo, Frédéric Errand ? Eh bien oui, mais enfin... Vous l'utilisez tous les jours ? Oui, mais je n'ai aucun mérite. Il se trouve que j'habite Paris. Paris, c'est facile. Mais je suis d'abord et avant tout un piéton. Et puis de toute façon, ma pratique, peu importe ma pratique. Bien sûr, j'essaye plus ou moins, on essaye, quand on a quelques idées comme ça, de mettre disons, en cohérence sa propre pratique avec ses idées. Bon, j'essaye, j'y arrive pas toujours, comme tout le monde. Donc on pourra me surprendre un jour, peut-être à faire des choses contraires à ce que je conseille. Mais... Et est-ce que vous croyez que vous verrez un monde où beaucoup plus de gens rouleront en vélo ou en vélo ? Alors, déjà, il suffit de prendre un recul. Il y a, prenons le cas de Paris. Une fois n'est pas coutume. Il y avait 0,2% des déplacements qui se faisaient à vélo en 1976 à Paris, soit quasi rien. On pouvait, dans toute une journée, ne voir quasiment aucun cycliste, quoi. Aujourd'hui, ils sont partout. Et ce qui me fait rire, c'est que moi-même, j'ai écrit, parce que j'ai dit des choses fausses parfois. J'espère pas aujourd'hui. Un chercheur peut se tromper, évidemment. Aujourd'hui, je n'ai dit que des choses fondées et incontestables. Eh bien, j'ai dit que ce serait quand même très compliqué à Paris que le vélo redémarre, tellement on était tombé bas. Je me suis trompé. Voilà. Alors, depuis, je l'ai analysé. Et je sais pourquoi. C'est parce que le vélo, c'est un système. Il y a plein de choses qu'il faut faire avancer en même temps. 4 choses, en fait. Le mode. Il faut que le vélo s'améliore en tant que mode de déplacement. Un réseau, bien sûr, et surtout des rues calmées. C'est ça qui relance surtout le vélo. C'est pas des aménagements cyclables. C'est d'abord et avant tout la modération de la circulation automobile. Il y en a 1000 preuves de ça. Mais aussi des cyclistes formés, des cyclistes capables d'appréhender la conduite d'un vélo, et puis tout un système de règles qu'on oublie souvent, mais qui doivent être adaptés. Et le code de la route, il est imparfait. Il y a des tas de choses à améliorer. Quand on dit le cycliste ne respecte pas le code de la route, d'abord c'est vrai, mais c'est aussi parce que, et ça ne l'excuse pas complètement, c'est aussi parce que le code de la route n'est pas bien adapté à la pratique des cyclistes, quoi. Frédéric Errand, merci de nous aider à rouler prochainement, bientôt, toutes et tous en vélo et en véli. Merci. C'est moi qui vous remercie. Reporter. Le quotidien des